Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une montagne, littéralement, des tonnes de documents juridiques, médicaux, historiques. Le but, c'est de comprendre cette tension extrême, ce vertige même, entre le droit international tel qu'il est écrit et la logistique implacable de la guerre moderne. On va faire une sorte d'autopsie de l'information, en restant strictement factuel, en s'appuyant uniquement sur les données de chercheurs, d'ONG et de revues scientifiques reconnues. Allez, c'est parti. Et le point de départ de toute cette exploration, c'est un paradoxe qui est franchement fascinant. Comment est-ce possible que les plus hautes juridictions internationales de la planète soient en train de rédiger des mandats d'arrêt historiques, pendant que, dans le même temps, des ponts aériens continuent de livrer des milliers de tonnes d'armement sans aucune interruption? C'est vraiment la grande question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en décortiquant les faits rapportés par nos sources. Bon, voici notre plan de vol. On va commencer par le paradoxe du droit, ensuite on définira l'intention et la complicité, on parlera de la fabrication du consentement, puis des dommages invisibles, pour finir sur l'héritage de ce fameux droit international. Un programme chargé, mais on va y aller étape par étape. Section 1. Le paradoxe du droit, ou comment la mécanique si lente de la justice se heurte à la logistique effrénée de la guerre. D'un côté, on a la violence immédiate du terrain. De l'autre, la lenteur presque chirurgicale de la justice internationale. Et pour bien comprendre ce gouffre, il faut regarder un concept clé, l'exception d'incompétence. En fait, la Cour pénale internationale, la CPI, n'a pas du tout l'autorité automatique d'un juge de quartier. Elle fonctionne uniquement sur la base du consentement des États et de traités. C'est un peu comme si un détective arrivait sur une scène de crime et devait d'abord débattre pendant des mois avec des avocats pour prouver qu'il a bel et bien le droit d'examiner les indices par terre. Le droit international doit constamment justifier sa propre existence avant même de pouvoir agir. Mais attention, une fois que ce mur légal est franchi, l'effet est absolument immédiat. C'est ce qu'on appelle la radioactivité diplomatique. C'est un concept fascinant. La vraie force d'un tel mandat, ce n'est pas d'envoyer une équipe d'intervention descendre en rappel depuis un hélicoptère, non. La vraie force, c'est le mur diplomatique qui se dresse instantanément. Dès qu'un mandat est émis, 124 États signataires sont légalement tenus d'arrêter la personne ciblée. Ça paralyse, du jour au lendemain, toute sa mobilité géographique. Section 2, définir l'intention et la complicité, à travers les analyses d'Amnesty International et de l'historien Homer Bartof. Pour comprendre l'articulation de ces mandats, plongeons-nous dans l'analyse très stricte du rapport d'Amnesty International. Le point névralgique ici, c'est le dol spécial, c'est-à-dire l'intention spécifique. Parce que pour qualifier une situation de génocide selon la Convention de 1948, il ne suffit pas de constater des destructions massives. Il faut prouver l'intention claire et nette de détruire un groupe. Et ce que fait Amnesty dans son rapport, c'est de construire son dossier en superposant méticuleusement la rhétorique publique, les discours des dirigeants, avec les schémas tactiques réellement observés sur le terrain. Et cette analyse, elle s'étend aussi aux autres pays. L'historien Homer Bartof pose des critères très clairs pour définir ce qui rend un État complice quand il fournit des armes. Il faut deux choses, d'abord une connaissance claire que ces armes vont être utilisées de manière illicite, et ensuite une assistance substantielle et continue. Tout l'argument juridique repose sur le fait qu'on ne parle pas d'une petite caisse de munitions égarée, on parle d'un volume d'armes massif, d'une logistique lourde, institutionnalisée et surtout continue. Ce qui nous amène à la section 3, la fabrication du consentement et le brouillard cognitif médiatique. La grande question qui se pose alors, c'est comment des sociétés démocratiques entières peuvent-elles digérer un tel flux d'armement sans qu'il y ait un tollé général? L'enquête du média Orient 21 s'est penchée là-dessus en reprenant le fameux concept de fabrication du consentement de Noam Chomsky. Attention, on ne parle pas ici de censure gouvernementale brutale. C'est beaucoup plus subtil. C'est un filtrage structurel. Les médias créent une sorte de brouillard cognitif encadrant le débat d'une certaine manière, ce qui permet de faire accepter ou tout simplement faire ignorer une participation indirecte au conflit. Et c'est frappant de voir comment ce filtrage s'opère au niveau des mots eux-mêmes. Observons cette comparaison. D'un côté, la voix passive, des dizaines de personnes meurent dans des explosions. De l'autre, la voix active, l'armée frappe un centre urbain. La voix passive, en fait, elle efface totalement la causalité. Ça donne presque l'impression qu'une destruction militaire massive est un événement météorologique inévitable, une fatalité. C'est un choix de mots, oui, mais un choix lourd de conséquences. L'enquête du Media Blast propose une autre grille de lecture vraiment puissante pour comprendre comment l'attention mondiale est captée. C'est l'analogie de la maison en feu. Imaginons la scène. Le salon, qui représente ici Gaza, est en flammes. Forcément, ça capte toutes les caméras, tous les regards. Mais pendant que le monde entier fixe cet incendie aveuglant, l'arrière de la maison, la Cisjordanie, est en train d'être démantelée en silence, brique par brique, à travers des confiscations de terres et l'expansion de colonies. Le vacarme du conflit principal sert de couverture parfaite à des modifications géographiques qui sont pourtant irréversibles. Passons à la section 4, les dommages invisibles, l'uranium appauvri et la mortalité indirecte.
Là, on va quitter la géopolitique visible pour plonger à l'échelle cellulaire. Le chercheur Thierry Lamireau parle d'un concept glaçant, la guerre éternelle. L'utilisation d'armes à uranium appauvri génère une poussière toxique extrêmement fine qui s'infiltre absolument partout. Ça contamine les nappes phréatiques, ça altère l'ADN humain. Le truc terrible ici, c'est qu'un traité de paix, ça arrête les chars, oui, mais ça n'arrête pas cette contamination cellulaire. Le conflit se transforme littéralement en un héritage biologique pour les générations futures. Et cette empreinte mortelle à long terme, c'est exactement ce qu'a modélisé la très prestigieuse revue médicale The Lancet. Leur étude vient pulvériser la manière dont on compte traditionnellement les victimes aux journaux télévisés. Ils ne se contentent pas de compter les morts directes, ils intègrent l'effet domino de l'effondrement total des infrastructures urbaines. Et l'ampleur de ce phénomène se résume à ces chiffres assez vertigineux, 3 à 15. Les épidémiologistes du Lancet estiment qu'il y a entre 3 et 15 décès indirects pour chaque mort violente directe dans un conflit urbain de cette intensité. C'est un multiplicateur absolument massif quand on y pense. Et comment on arrive à une telle surmortalité ? Eh bien, c'est un terrible effet domino. Les usines de traitement de l'eau sont détruites, ce qui ramène des maladies comme le choléra, les coupures de courant dans les hôpitaux éteignent les couveuses des prématurés, l'absence totale d'antibiotiques transforme la moindre infection basique en une condamnation à mort. Ajoutez à cela une malnutrition chronique qui réduit à néant le système immunitaire. Concrètement, ça veut dire que même si toutes les bombes s'arrêtaient de tomber là, à la seconde, cet effondrement sanitaire continuerait de tuer silencieusement pendant des années. On arrive à notre dernière partie, la section 5, l'héritage du droit international et la jurisprudence du XXIe siècle. Au final, la rigidité des textes de loi, l'acier des chaînes d'approvisionnement mondiales, le choix des mots dans les médias et la biologie humaine fondamentale, absolument tout est interconnecté dans ce monumental crash test de notre ordre mondial. Ce qui nous laisse avec cette réflexion terriblement provocatrice issue de nos sources. Les générations futures regarderont-elles le droit international comme un bouclier qui a courageusement tenté de protéger l'humanité, ou liront-elles ces milliers de pages de justice comme le journal intime d'une civilisation qui a documenté, avec une précision exquise, sa propre et absolue impuissance ? C'est une vraie question qui mérite qu'on garde toutes et tous l'esprit critique bien aiguisé. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration avec nous.